Bonsoir, bonsoir le chat. Bonsoir le chat qui est ma foi bien vide encore une fois. Euh, hop, donc voilà. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas streamé. Ça faisait un petit moment. En même temps, j'ai manqué de temps. Les cours qui ont pris pas mal de temps, pas mal de mon temps avec des contrôles, des machins. Enfin bon, en même temps, là, les vacances, elles sont dans une semaine, donc forcément, c'est un peu plus surchargé. Et c'est pas grave, on est là. Voilà, j'ai trouvé deux articles que je pense intéressants. Voilà, oui, avant de commencer, bon, on peut faire un petit point sur les réseaux sociaux. Du coup, bah, j'avais lancé mon Twitter, peut-être sur Infocom aussi, bon, en parallèle, genre, parce que je me suis rendu compte, en faisant ma veille informationnelle, on va dire, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs dont je voulais parler, mais quand je fais un live, genre, quand je lis deux articles, je peux arriver jusqu'à 2 heures de stream. Du coup, j'aurais jamais le temps de tout parler. Du coup, je me disais, le Twitter, ça pouvait être intéressant pour vous partager du coup, des articles ou que sais-je, n'importe quoi en lien avec le numérique finalement. Et je viens de faire cet après-midi aussi le compte Facebook. Voilà. Donc j'ai essayé de développer ça. Euh, et j'ai fait ma première sur le compte Facebook et sur le compte Twitter, du coup, conjointement, j'ai fait mon premier partage d'articles finalement. C'était un truc sur les numériques. Et c'était très marrant parce que c'était pour commencer. Ça parlait du musée de Vienne. Le musée de Vienne qui, pour passer outre comment on va dire, la modération contre les tétons sur Facebook, et du coup, comme ils ont plein d'œuvres, enfin, ils ont des œuvres forcément où c'est des nus, et du coup, quand ils partagent ces œuvres-là sur Facebook, bah, ils se font strike. Du coup, ils se sont dit, bah écoute, écoutez, vous nous faites chier, on va aller sur OnlyFans pour montrer les trucs. Et j'ai trouvé ça très marrant. Et en plus, du coup, j'ai fait un peu le lien avec un cours que j'ai en master. Là, c'était genre pratique, public et usage. Et en gros, bah, on a vu comment genre les usagers peuvent euh, avoir des... Attendez, je sais plus si c'est tactique ou stratégie. Des tactiques, c'est des tactiques, parce que les tactiques, c'est coup par coup. Et en gros, bah, genre, quelle tactique il pouvait mettre en place, et notamment, bah, on a vu genre le déplacement, et en gros, c'est utiliser utiliser comme il dit, le spectre d'usage disponible par une plateforme, et du coup, bah, de le réutiliser de manière, enfin, qui n'a pas été pensée, quoi. Et je pense qu'OnlyFans n'avait pas pensé que les musées pouvaient se mettre sur leur plateforme pour partager des photos, enfin des œuvres de nus, quoi. Donc voilà, donc je trouve ça très marrant, donc voilà. Donc je vais essayer de communiquer un peu plus là-dessus. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais peut-être un peu zoomer dans mon truc. Hop. Comme vous pouvez le voir, c'est un article du coup. J'ai trouvé un article sur un journal que je ne connaissais pas, que j'ai du coup encore en cours, où c'est une des profs, on parlait de savoir et de production de savoir, etc. Et elle nous a parlé justement de ce site-là, c'est The Conversation. Voilà, l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. Et en gros, c'est très intéressant parce que, en fait, ceux qui écrivent les articles, ce sont des enseignants-chercheurs, ce sont des chercheurs et chercheuses. Mais pour rendre leurs propos intelligibles au plus de personnes possible, ils sont aidés par des journalistes à rendre ça, enfin, à mettre ça dans un cadre journalistique, quoi. Et du coup, c'est très intéressant. Donc, notamment, j'avais lu un truc sur le métavers que Facebook veut développer, ainsi que d'autres grosses entreprises numériques. Voilà, donc c'était très intéressant. Et en plus de ça, bah, ces articles qui sont finalement, enfin, c'est du très bon travail parce que ce qui est amené, c'est l'expertise de chercheurs, quoi, donc, et de chercheuses. Donc très intéressant. Donc j'ai vu ça qui est venu, c'était quand déjà? Voilà, 14 octobre 2021. Donc bon, c'est un peu moins d'une semaine. Donc voilà, et c'était genre du coup anorexie, boulimie, comment les médias sociaux participent au développement de troubles alimentaires.
Et je trouvais ça intéressant de se pencher là-dessus parce que finalement, il y a comment avec les dernières fuites sur Facebook, enfin sur l'entreprise Facebook, par Frances, je sais pas comment ça se prononce, enfin, celle qui était embauchée là-bas et qui du coup a fait fuiter plein de données. Enfin plein de données, plein d'informations quoi, et notamment sur le fait que Facebook sait qu'Instagram peut créer du malaise, enfin des troubles chez les jeunes, et que ils ont préféré valoriser le fait de gagner de l'argent plutôt que de prendre en compte le malaise de ces gens, des jeunes justement. Donc voilà, donc je me suis dit c'est intéressant parce que du coup on va avoir l'expertise ça a été écrit par pas mal de, hop, je pousse le chat, pardon, par pas mal de chercheurs et de chercheuses, et en grande majorité des chercheuses. Donc il y en a un, deux, trois. Donc c'est Valentin Flodias, maître de conférence en psychologie, Anne Congar, ouais, Anne Congar, professeur en psychologie différentielle de la santé, Delphine Rommel, maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologique, à l'université de Nantes. Ah, bonjour Nantes. Elisa Sarda, maître de conférence. Ah tiens, on ne peut pas dire maîtresse. Ok. Bon, on ne sait pas en quoi. Pascal Ezanne, professeur des universités, comportement de consommation, alimentation, réseaux sociaux. Rachel F. Rogers, associate Professor, département of Applied Psychology. Et Rebecca Shankland, ouais, je pense que ça doit se prononcer comme ça, je pense. Professeur des universités en psychologie du développement. Ah, Université Lyon, Lumière Lyon 2. Ah, bah écoutez, je dois pas être. Je suis à l'Université Lumière Lyon 2, donc il doit y avoir moyen de la croiser dans les couloirs, j'imagine. Voilà. Donc, on va parler des impacts des médias sociaux sur les gens avec l'expertise de gens enfin, de personnes qui savent de quoi elles parlent. Donc, je pensais que c'était très intéressant. Donc, sans plus tarder, c'est le moment de se plonger dans cet article. Allez, go. Cet été, un hashtag bien connu a refait son apparition sur les réseaux sociaux. Hashtag SummerBody. Ah, le fameux SummerBody, cette fameuse injonction. Tous les ans, c'est pareil. Hein. Je me dis, j'avoue, tous les ans, je me dis, ouais, ça serait bien que quand même que je sois présentable l'été. Voilà, ça, même si je le fais jamais et que c'est pas un truc qui est une grosse priorité dans ma vie, tout de même, enfin voilà, même moi ça m'impacte aussi quoi. Je pense que c'est un truc qui est très prégnant. Ce terme, qui avait généré en France 4 60 539 publications, où l'on est sur du précis, sur Instagram au 14 juin 2021, exprime une injonction qui n'est pas en soi négative. Se sentir à l'aise dans son corps dénudé par les tenues et activités estivales. Il a cependant un effet pervers, car il renforce les pressions sociales menant à l'insatisfaction corporelle et perpétue le mythe du corps parfait. Tu m'étonnes. Cette tendance à rechercher la minceur est tellement répandue qu'elle en devient normative, ce qui amène certaines personnes à adopter des conduites parfois extrêmes afin de modifier leur corps, régime à répétition, hyperactivité physique, etc. Or, ces comportements peuvent donner lieu à des troubles avérés tels que des troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie, lesquels ont des impacts importants sur la santé physique et mentale. C'est sûr. Ouais, donc normative, c'est genre, ça impose une norme, quoi. Donc, en été, la norme, c'est d'avoir un summer body, d'avoir des pecs comme jamais, des fesses galbées, être bronzé, tout ça, tout ça. Voilà. Mais du coup, ces normes ne sont pas sans impact négatif, parce que finalement, ça concerne assez peu de personnes sur Terre, je pense, l'avoir le corps parfait. Et je pense que même les gens qui ont des corps parfaits sont toujours des internels insatisfaits, sans les juger. Hein. Je pense qu'eux-mêmes en souffrent. Hein. Alors, les pressions poussant les individus à essayer d'atteindre le corps idéal existent depuis longtemps. Néanmoins, les réseaux sociaux leur donnent une puissance et une intensité particulières. Si l'on a vu récemment émerger un mouvement body positive qui a pour but d'encourager les représentations plus réalistes et s'éloignant des idéaux de minceur, celui-ci peine à diversifier le paysage des médias sociaux. En outre, il continue souvent, malgré lui, à mettre l'accent sur l'importance de l'apparence physique. Ah, comme quoi l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme disait le poète. Voilà. Les réseaux sociaux forcent de vente pour un idéal de minceur et de muscle.
De nombreux travaux ont montré que les médias traditionnels, magazines, télévision, etc., véhiculent de fortes pressions incitant à essayer d'atteindre des idéaux corporels idéalisés et parfois irréalistes, tant pour les hommes que pour les femmes. Les images du corps qu'ils diffusent, inatteignables et irréalistes, notamment parce que retouchées, mènent à l'internalisation de l'idéal mince et musclé, l'idéal d'attractivité physique sociale actuelle, puis à l'insatisfaction vis-à-vis de sa propre image corporelle. Ok. Face à cette insatisfaction corporelle, deux types de réactions peuvent émerger. Certaines personnes s'imposent un contrôle alimentaire strict en ouvrant la porte notamment à des troubles de l'alimentation. D'autres se lancent dans une pratique excessive de l'exercice physique tout en manquant de cadre et de préparation physique. Ces réactions dépendent de la mesure dans laquelle l'individu adhère aux idéaux de séduction et d'attractivité définis par la société. Le degré d'adhésion influe en effet sur l'engagement dans des comportements destinés à se rapprocher des dits idéaux. Ouais, alors on dépend de la mesure dans laquelle. C'est vrai que ça concerne pas tout le monde finalement. Genre moi par exemple j'adhère à cette idée de séduction et d'attractivité, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre à ne plus rien manger ou à me mettre dans une, euh, dans une activité physique importante et non réfléchie. Voilà. Mais il y a des gens pour qui ça va être tellement fort que du coup, bah, forcément, ils vont être tellement avoir une sorte de pression de la norme qui est imposée par cette norme sociale, quoi, qui vont se mettre en danger finalement. Alors, un processus clé à l'œuvre est la comparaison sociale. D'accord. C'est-à-dire la tendance à comparer sa propre apparence à celle d'autrui de manière explicite ou implicite. Bah écoutez, pour l'instant c'est méga clair. Ça n'a rien à voir avec quand j'avais essayé de lire l'article scientifique. Là, c'est vraiment d'une clarté sibylline. La tendance à la comparaison sociale ascendante, se comparer à quelqu'un qui correspond plus que soi à l'idéal que l'on cherche à atteindre, amplifierait le lien entre l'exposition aux images médiatiques irréalistes du corps et des comportements ayant pour objectif de modifier son apparence. Donc, ouais, la comparaison sociale ascendante, se comparer à quelqu'un qui correspond plus que soi. Hop, attendez, j'ai un message. Ta, 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 ta. Ah non, pas du tout. Hop, une notification qui m'empêche de me concentrer. Voilà, amplifierait le lien. Donc le fait de se comparer toujours aux gens, à toujours trouver mieux que soi, finalement ça amplifie le lien entre exposition aux images. Voilà, alors je vais m'exposer encore plus aux images et en plus aussi peut-être adopter des comportements en vue de modifier mon apparence. Si l'internalisation de l'idéal mince et musclé est bien décrite dans le contexte des médias traditionnels, le dit idéal émerge comme encore plus puissant dans le contexte des médias sociaux, sans doute en raison des caractéristiques qui leur sont propres et contribuent à leur succès. Ah ah. Satisfaction corporelle et retentissement émotionnel. En plus du contenu commercial qui y est diffusé, les médias sociaux permettent aux usagers de contribuer au contenu. Ces médias sont également interactifs en ce sens qu'ils permettent aux usagers de recevoir et poster des commentaires. Par ailleurs, l'expérience de chaque usager y est personnalisée par apprentissage automatique. En fonction de ses intérêts, qui sont appréhendés au travers de son activité précédente, des algorithmes proposent des contenus toujours plus extrêmes sur un même thème, avec une composante affective croissante pour éviter que l'usager ne se désengage. Ouais, donc, plus je regarde un certain type de contenu, plus j'y suis exposé, et ce qui du coup va encore amplifier mon malaise intérieur quant au fait que ouais, voilà, quant au fait que je me compare aux autres, quoi, et que j'ai pas le corps que je voudrais avoir. En se focalisant sur la satisfaction corporelle et en activant ainsi des émotions fortes, les posts des réseaux sociaux réduisent la capacité à faire des choix orientés vers des comportements favorables à la santé. Perception du corps, émotions, choix éclairés sont des composantes fortes du modèle triadique de la régulation des émotions. Ah, alors c'est quoi ça? Modèle triadique, comment ils disent? Modèle triadique de la régulation des émotions. Là, je découvre. Ouais, c'est vrai que c'est très axé psychologie. Je connais rien en psychologie parce qu'il y avait beaucoup, comme on a pu voir, là, il y avait beaucoup de chercheurs en psychologie finalement. Des émotions. On va voir si on trouve vite fait. Alors, la régulation, le modèle de régulation des émotions par favor des grosses.
Hop. Ah, c'est sur Kern. Ah. Alors, est-ce qu'il propose un petit schéma? Non. Ouais, bon, on va s'éviter, machin. Mais il doit y avoir dans les images, j'imagine. Il doit y avoir dans les images. On va s'éviter la lecture d'un article scientifique. Sinon, on est encore là demain. Images. Triadique, j'imagine, c'est parce qu'il y a trois. Ah, voilà. Modèle triadique des comportements. Cortex préfrontal, médian et ventral, système de régulation. Wow. Système d'app. Ok. Tant pis, je demanderai. J'irai lire plus en profondeur. Et allez lire plus en profondeur, vous aussi, si vous le voulez, mais je crois que ça va pas être maintenant qu'on va savoir ce que c'est le modèle triadique de la régulation des émotions. Ainsi, les réseaux sociaux peuvent participer aux liens déjà connus entre les troubles de l'image du corps, la gestion des émotions et les comportements alimentaires. Se comparer plus ou moins fréquemment à d'autres corps idéalisés, faire face au contenu, aux likes, aux commentaires, etc., a un retentissement émotionnel qu'il faut être à même de réguler. Chez certains, cette situation entraîne un risque de développer à minima une insatisfaction corporelle passagère, voire des éprouvés émotionnels envahissants plus durables, s'accompagnant de comportements problématiques. Ouais, en gros, là, on se crée, genre ça nous crée des névroses, quoi, hein. Et je pense que tout le monde a ça, hein, genre, encore une fois, pour revenir à moi, parce que, apparemment, ce serait intéressant d'avoir dans le chat votre ressenti par rapport à. Ça aurait été intéressant d'avoir dans le chat votre ressenti, mais tant pis, on va faire que avec le mien. C'est vrai que moi, je pense que je suis entre l'insatisfaction corporelle passagère et des éprouvés émotionnels envahissants plus durables. Genre, c'est vrai que. Bon, je dirais peut-être pas tous les jours, mais je pense ouah, au moins une fois par semaine, genre deux, trois fois par semaine. En même temps, je suis sur Insta, j'ai envie de vous dire. Je suis sur Insta, donc forcément, je suis exposé à ce genre de choses, hein, à ce genre d'images, ce genre de mythe du corps parfait, quoi. Du coup, c'est vrai que bah, je pense que bah, non, c'est même pas deux, trois fois par semaine, je pense tous les jours. Tous les jours, je vais sur Insta, et tous les jours, c'est vrai que je peux pas- voilà, je regarde et je me compare, quoi, forcément. Donc voilà, donc je pense qu'on est dans éprouvé émotionnel et envahissant plus durable. Régulation des émotions et développement de troubles des conduites alimentaires. Pour mieux comprendre l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur les troubles de l'image du corps ainsi que sur de possibles perturbations alimentaires, il peut être intéressant de s'appuyer sur un modèle explicatif développé dans le cadre des problématiques addictives. Les modèles des états de dépendance actuellement dominants reposent sur une modélisation en deux branches, Dual Process Models. La prise de décision concernant les problématiques addictives est déterminée par la force respective de deux systèmes distincts mais en interaction. Ok, donc une sorte de dialectique entre les deux modèles. Le premier est le système émotionnel automatique, qui repose sur les structures limbiques du cerveau, hippocampe, amygdale. Oula. Ok, on va essayer d'aller voir, hein. Ah bah attendez, c'est peut-être là-dedans, non? Amygdale. Ouais. Hippocampe, amygdale, gyrus. Ah, punaise. Structure limbique. C'est quoi? Attendez, comment ils disent? Lalalala. Écoutez, on apprend des trucs, hein. On apprend des trucs tous les jours. Qui repose sur les structures limbiques du cerveau. Allons voir. Allons voir, allons voir. Alors, le système limbique. Le système limbique, appelé parfois cerveau limbique ou cerveau émotionnel, est le nom donné à un groupe de structures. L'encéphale jouant un rôle très important dans le comportement et en particulier dans diverses émotions comme l'agressivité, la douleur morale, la peur, le plaisir, ainsi que la formation de la mémoire. Ok. Donc, structure limbique qui repose sur les structures limbiques du cerveau. Du coup, ce qui gère nos émotions, entre autres, particulièrement impliqué dans le traitement. Ah bah voilà. Particulièrement impliqué dans le traitement émotionnel des stimuli. Ce système joue un rôle dans le traitement impulsif des stimuli et déclenche des réponses automatiques basées sur l'apprentissage émotionnel. Chez un patient souffrant d'addiction, il est responsable du comportement automatique d'approchement du produit en anticipation d'une émotion positive. Ouais, donc en gros, j'intériorise genre une sorte des stimuli. Attendez, j'intériorise des émotions, genre le fait de, je sais pas, quand je prends du chocolat par exemple, et ben, je vais me diriger spontanément vers le chocolat parce que je sais que euh, limbiquement, enfin en gros dans mon cerveau, il a intégré le fait que je vais avoir un stimuli de récompense, quoi. Donc voilà.
Donc voilà. Donc ça, c'est pour le système émotionnel automatique. Et le second système est le système réflectif. Ce système de contrôle et d'inhibition implique les régions frontales qui interviennent dans le traitement cognitif des stimuli. Il s'appuie sur la mémoire et les fonctions exécutives et initie une réponse délibérée et contrôlée. Ce système permet notamment d'adopter du recul sur nos comportements et de prendre des décisions en étant moins contrôlés par les émotions. Ah. Dans le cas d'une addiction, il est impliqué dans la capacité de prendre la décision de ne pas consommer un produit. Ouais, donc en gros, genre le truc réflectif, là, c'est juste la capacité à raisonner, on va dire, être rationnel, autant que faire se peut. Et finalement, dans le truc d'addiction, j'imagine qu'on est moins, qu'on doit être, qu'il doit être perturbé, ce truc, ce système réflectif. Parce que s'il fonctionnait bien, on serait capable de prendre du recul quant au... si c'était pleinement fonctionnel, on serait capable de reprendre du recul sur le fait que non, les images qu'on nous montre des corps parfaits, c'est pas la réalité. Et en tout cas, c'est pas, à défaut d'être atteignable, c'est pas bon pour le cerveau, quoi, pour le moral. Selon les modèles des états de dépendance actuels, les troubles addictifs apparaissent lorsqu'il y a un déséquilibre entre le système émotionnel automatique et le système réflectif. Ah. Le système impulsif se retrouve suractivé, par exemple par une exposition répétée à des stimuli liés à l'objet de la dépendance et la récompense qui l'accompagne, alors que le système de régulation réflectif est sous-activé. Et ben ça doit être ça là. Ça devait être le schéma qu'on a vu tout à l'heure, où il y avait un côté qui était complètement déséquilibré. Et du coup, on ne raisonne pas, on est plus dans... c'est plus la partie genre sous-jacente, quoi, non réflexive, qui est voilà, émotionnelle automatique, qui est activée. Bien qu'expérimentalement robustes et largement acceptés, ces modèles à double processus n'intégraient pas le système d'interoception, autrement dit la capacité à évaluer de manière exacte sa propre activité physiologique, reconnaître ses émotions par le biais de leurs manifestations corporelles, par exemple faire le lien entre un état d'anxiété et la perception de l'accélération de son rythme cardiaque et de sa respiration. Ah, on est capable d'avoir un propre recul sur les automatismes qu'on a, enfin, sur les stimuli automatiques qu'on a, quoi. Ah, c'est intéressant ça. Genre, par exemple, quand tu as un manque de café et que tu as la main qui tremble, tu es capable de te dire, bah ouais, c'est parce que justement je suis capable, c'est parce que justement je suis en manque. Des travaux récents ont proposé une réinterprétation en profondeur des modèles des états de dépendance en intégrant l'interoception, qui semble être un processus important dans les troubles addictifs. Intégrer le système oh punaise, il est dur à dire ce mot, merde, d'interoception est d'autant plus important que ce dernier pourrait, en exacerbant l'activité du système émotionnel et en réduisant conjointement l'efficacité du système réflectif, être impliqué dans une mauvaise compréhension des signaux corporels. Ah, ok. Selon le nouveau modèle des états de dépendance à trois composantes, lorsqu'une personne est stressée, ses capacités interoceptives, percevoir les messages corporels comme la faim ou la satiété, et ses ressources attentionnelles et exécutives, sa capacité à contrôler ses comportements alimentaires, seraient diminuées, ce qui viendrait alimenter son trouble addictif. Les messages diffusés sur les réseaux sociaux, en particulier, suractiveraient les systèmes émotionnels automatiques et interoceptifs, réduisant l'efficacité du système réflectif. Cela conduit à l'adoption de comportements conformes à une augmentation des émotions positives à très court terme dans un premier temps. Dans le cas présent, cela permettrait d'expliquer l'adoption de comportements visant à correspondre à l'idéal mince et musclé. Hein, en vrai, c'est intéressant ça, parce que ça montre quand même que finalement, genre les médias sociaux, eh ben, ils sont porteurs de normes. Ils sont porteurs de normes, donc ça a tout à fait un impact sur la société dans son ensemble, quoi, tout simplement, dans son ensemble, pour le meilleur et pour le pire. À long terme, l'ensemble de ces facteurs, rôle des médias sociaux qui véhiculent l'idéal mince et musclé et de la frustration associée, l'internalisation de cet idéal, la difficulté de gestion des émotions entraînant des comportements problématiques en lien avec cet idéal de minceur, peuvent conduire au développement de troubles de conduite alimentaire dommageables pour la santé. Voilà, ça c'est le milkshake de l'enfer, quoi. Bon, moi j'en suis plus ou moins préservé jusqu'à maintenant. Et je croise les doigts pour que ça dure. Les conséquences pathologiques du surinvestissement de l'apparence physique. Pathologique. Ok. Il existe principalement trois troubles des conduites alimentaires. L'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. J'en connais aucun. L'anorexie mentale, c'est peut-être l'anorexie au sens large, j'imagine. Mais sous ces appellations-là, j'en connais zéro. Donc, la totale découverte.
L'anorexie mentale correspond à une perte significative de poids par rapport à la taille et l'âge d'un patient, assortie d'une peur intense de prendre du poids. Elle aboutit à un amaigrissement et une dénutrition qui peuvent être sévères. La boulimie nerveuse est caractérisée par une peur intense de prendre du poids et de devenir gros, qui se traduit par des épisodes récurrents de compulsions alimentaires et des comportements compensatoires inappropriés. Vomissements provoqués, ingestion de laxatifs, exercice physique intense, etc. L'hyperphagie boulimique correspond à des épisodes récurrents de compulsions alimentaires sans comportement compensatoire. Ah ouais, genre juste je ne mange pas, mais à côté je me fais pas vomir, je fais pas de sport, etc. La boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique peuvent concerner des personnes en surpoids ou qui souffrent d'obésité et avoir des répercussions physiques importantes. L'un des facteurs communs entre ces trois pathologies concerne l'importance excessive accordée au poids, à l'alimentation ou à la forme du corps, même si l'origine de ces troubles est multifactorielle. Ils sont particulièrement invalidants, conduisant à une faible qualité de vie, non seulement pour les personnes concernées, mais également pour leurs proches. Et ouais, parce que du coup, forcément, d'une part, les proches ils sont très inquiets. Et puis j'imagine que ça doit pas être simple à gérer, quoi, hein. Genre non seulement pour toi, pour si jamais tu as été victime de ça, mais pour ton entourage, ça doit être hyper dur. Enfin, genre quelle attitude à adopter, parce que forcément tu vas aller en contradiction avec la personne qui a des problèmes, quoi, parce qu'elle ne voudra pas s'alimenter, etc. Enfin, j'imagine que ça a peut-être dû faire éclater des familles, ça, ou des choses comme ça, ou des amitiés. Enfin, bref. Toujours personne dans le chat? Non. Bon. Outre ces pathologies avérées, les troubles des conduites alimentaires peuvent conduire à entreprendre des régimes à répétition, à adopter des comportements alimentaires rigides, se livrer à des purges ou à l'hyperphagie, ou entreprendre des exercices physiques compulsifs, le tout affectant négativement les relations sociales et la sphère socio-professionnelle. Hmm. L'insatisfaction corporelle peut aussi mener à des comportements à risque visant à modifier d'autres dimensions de l'apparence, en ayant recours par exemple à la chirurgie esthétique, peu soumise à la surveillance médicale ou à des produits dangereux. Comment réduire l'impact émotionnel des réseaux sociaux? Ah, alors ça c'est intéressant de. C'est pas parce que là ils posent pas juste un constat, c'est qu'ils vont aussi, offrir des solutions, des solutions. Et ça c'est assez rare pour être souligné. Je pense une rigueur toute universitaire peut-être, je sais pas. Pour limiter le risque de développer des troubles des conduites alimentaires, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. La première est évidente, il s'agit de limiter l'exposition aux réseaux sociaux afin de se protéger des pressions liées à l'apparence. Bon, ok. Il est aussi possible d'utiliser, à meilleur escient, la façon dont sont conçus les algorithmes afin de rendre l'expérience plus positive. Si l'on recherche principalement des contenus qui ont un impact positif ou qui sont en lien avec d'autres centres d'intérêt et valeurs, l'écologie, la culture, etc., l'algorithme proposera alors autant de nouveaux contenus sur ces thématiques permettant d'éviter le summer body. Ah ouais, reprendre possession finalement de genre utiliser l'algorithme à son avantage, quoi. Et c'est vrai que je sais pas si vous en faites de l'expérience, mais moi je sais par exemple sur Instagram quand je me rends compte qu'il y a un tel type de contenu qui est trop poussé et que j'en ai marre, et ben je vais faire exprès d'aller c'est dans le truc recherche là, et je vais aller suivre deux trois comptes sur un truc tout autre. Je vais aller liker des contenus sur un autre sujet, etc. pour que ça puisse genre rééquilibrer un peu tout le merdier, quoi. Et que du coup ça change un peu le contenu qui m'est que proposé, qui m'est proposé, quoi. Donc voilà. Exercer sa pensée critique est également un bon moyen de limiter l'impact délétère des réseaux sociaux. Ouais, bon, je pense qu'une fois que t'as le. Une fois que t'as un. Comment dire une fois que t'es dans la sauce, une fois que t'es complètement boulimique ou quoi, ou machin, même si tu sais que c'est pas forcément bien, je pense pas que ça aide à se dire, genre. Enfin, je sais pas si ça aide vraiment, hein. Il est important de se rappeler que les images qui circulent sont largement irréalistes, filtrées et choisies, en visant la promotion du soi ou d'un produit. Photos et vidéos sont généralement le résultat d'un nombre considérable de prises de vue et de retouches. Vous vous sentez insatisfait, c'est normal, c'est l'effet recherché. Ouais. Mais même si tu le sais, je pense t'es quand même insatisfait en fait. Donc je sais pas si c'est vraiment pratique. Et en plus, ça peut avoir un double effet qui se coule parce que finalement, tu te dis, ouais, je sais que c'est pas bon, et pourtant j'y suis quand même réceptif ou réceptive, et du coup, t'as doublement l'impression d'être, t'as doublement
comment dire, pas de te sentir comme une merde, hein, parce que ça me paraît violent, mais tu culpabilises en plus de ça, quoi. Non seulement tu es insatisfait de ton corps, t'es pas bien, tu te fous dans des états pas possibles à cause à cause de l'anorexie, ce genre de choses. Et en plus de ça, tu te dis, ouah, je suis vraiment trop nul. Parce que je sais que c'est pas bien et que c'est l'effet qu'ils recherchent. Je sais pas si je suis clair. Voilà. Je sais plus où c'est que j'en suis. Voilà. En repérant quels contenus, profils, thématiques, etc. sont les plus liés aux pensées et émotions négatives, déclenche des résolutions de se mettre. Ah voilà. En repérant quels contenus, profils, thématiques, sont les plus liés aux pensées et émotions négatives, déclenche des résolutions de se mettre au régime sport, il est possible de modifier son utilisation des réseaux. Reste ensuite à éviter de consulter de tels contenus. Certains influenceurs qui se réclament d'un idéal de santé peuvent en réalité surtout mettre en avant l'idéal mince et musclé, ce qui n'est pas nécessairement synonyme de bonne santé, d'autant moins si cela augmente le risque de troubles du comportement alimentaire. Enfin, il faut savoir écouter son corps, notamment avec des pratiques telles que la méditation pleine conscience, qui permettent de se centrer davantage sur des perceptions corporelles. De cette façon, il est possible d'améliorer ses capacités d'interoception et donc de mieux tenir compte de ses besoins physiologiques. En définitive, il est important de tendre vers une acceptation de soi tel que l'on est. Être à l'écoute de ses besoins physiologiques, agir en cohérence avec ses valeurs et faire des choix qui nous correspondent sans céder à la pression extérieure. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est le prix à payer pour diminuer son stress et améliorer sa santé mentale. Et ouais, et c'est là toute la difficulté finalement. Parce que même quand tu sais que c'est pas bien, euh, enfin voilà, même moi j'ai des comportements, même si je sais que c'est pas bien, bah, je le fais quand même quoi. Euh, ouais. Bon, bah voilà, vous aurez appris des trucs si jamais vous m'écoutez sur YouTube, et moi j'aurais appris des trucs, genre notamment, attends, comment ils appellent ça déjà? Le truc impossible à prononcer. Voilà, les capacités d'interoception. Donc, être capable de repérer genre des signes physiques euh, de mal-être, on va dire, ou enfin de manque et de machin comme ça, être capable de se dire ah bah si, enfin ou genre je me sens énervé, je me sens machin et je sais pas pourquoi, et être capable de se dire ah bah c'est parce que je suis en manque de tel truc, etc. Ouais, c'est intéressant, ça je connaissais pas. Donc voilà. Donc finalement qu'est-ce qu'il faut se souvenir? Médias sociaux, vecteurs de normes, et ces normes-là, bah, des fois ça peut nous détruire, et je pense que ça peut apporter une sorte de mal-être finalement. Ce hashtag de Summer Body, je pense que ça apporte un mal-être genre généralisé, hein. Je pense qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça, hein. Genre, en tout cas moi perso, j'y suis, euh, j'y suis confronté en tout cas. Pas de manière extrême, mais tout de même, tout de même. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est un article entre plein d'autres, mais je pense que j'espère que ça aura donné envie d'aller sur The Conversation. C'est gratuit, c'est gratuit. Et je sais même pas s'il y a de la pub. Il y a de la pub ou pas? Non, même pas. Il y a même pas de pub. Comment ils sont financés? C'est peut-être public, hein. C'est peut-être un média public. Ouais, non, voilà. Ah non, faire un don, machin. Ok. Et donc, c'est super pédagogique. Il n'y a même pas grand-chose à rajouter, en fait, à côté, ou de trucs à expliquer, parce que c'est vraiment, tout est bien. Enfin, c'est très pédagogique, enfin, c'est de la bonne vulgarisation, quoi. Donc, voilà. Moi, je conseille, hein. Moi, je conseille. Donc, voilà. Hop, on va passer au second article. Ça fait combien de temps, là? 33 minutes. C'est fou, ça, juste sur un truc. C'est fou le temps qu'on peut y passer. Tout autre sujet, tout autre sujet. Donc là, c'est sur Numérama. Alors, ça date du 13 octobre 2021. Ça a été écrit par Julien Lausson. Et donc là, ça va parler plutôt de fracture numérique. Donc voilà. Vous remarquerez la superbe image derrière, qui est source de mème intarissable, qui moi m'a toujours plutôt fait marrer. Donc voilà. Donc le Secours populaire appelle le gouvernement à se calmer avec la numérisation des services publics. Et ouais. Bon, jetons-nous sans plus tarder dans cet article. En 2022, 250 démarches administratives devront être déclinées sur Internet. Mais alors que la pandémie produit encore ses effets, la secrétaire générale du Secours populaire s'inquiète de cette bascule qu'elle juge trop brusque et qui risque de laisser des personnes sur le bas-côté. Ah, risqué.
c'est pour pas prendre de risques justement, mais je pense que on peut largement enlever le risque et qui est remplacé par qui va laisser des personnes sur le bas-côté et qui laisse déjà des personnes sur le bas-côté. La numérisation des services publics en France va-t-elle trop vite, trop loin? Question rhétorique. Elle laisse en tout cas trop de monde sur le carreau. C'est l'avertissement que lance Henriette Steinberg, la secrétaire générale du Secours populaire. Interrogée sur France 2 le 12 octobre, elle a invité le gouvernement à arrêter la numérisation des services publics à marche forcée selon des propos rapportés par France Info. Henriette Steinberg a souligné que lors de la crise sanitaire, de nombreuses personnes étaient passées sous les radars et n'avaient pas forcément bénéficié des aides de l'État, car il fallait aller les chercher en ligne. Ces populations, comme le petit commerce et les indépendants, se sont retrouvées avec rien du tout et aucune connaissance de ce qu'il était possible de faire dans des situations pareilles. D'ordinaire, ces personnes se seraient rendues dans les services sociaux classiques, mais tout était fermé à cause de l'épidémie. À cela s'ajoute une dématérialisation croissante des procédures qui peut amener à une réduction des emprises physiques dans lesquelles aller. Ce n'est pas par les ordinateurs que vous allez résoudre les problèmes des gens, a-t-elle prévenu. La mise en garde formulée par le Secours populaire rappelle celle qu'avait lancée le défenseur des droits en 2018. Jacques Toubon, qui occupait alors cette fonction, s'était lui aussi montré critique devant un mouvement pouvant s'avérer brusque pour les usagers. Ainsi, il a été observé que les difficultés particulières d'accès et de maîtrise d'Internet de certaines personnes n'ont pas été prises en compte. Ouais, et finalement, l'informatisation, la numérisation de plein de procédures comme ça rentre dans une sorte de logique qu'on avait déjà pu voir en lisant d'autres articles, de finalement de remplacer l'humain par la machine pour rationaliser tout ça, pour que ça soit hyper efficace, machin. Et du coup, dans une logique de l'État actuellement, c'est toujours dépenser moins, quoi. Donc là, remplacer du coup des gens par des ordis, finalement, ça remplace ça remplace l'humain, quoi. Et du coup, on rentabilise, quoi. On rentabilise. Et d'autant plus qu'on rentabilise, d'autant plus que des gens, du coup, ne font même plus la demande des subventions ou je sais pas quoi. Du coup, il y a encore, ça leur permet d'économiser encore plus. Alors. Et donc, dans une version très déterminisme technique, genre on va régler tous les problèmes on va régler tous les problèmes en informatisant tout. 250 procédures à décliner sur Internet d'ici 2022. La sortie de Henriette Steinberg survient alors qu'au début du mois de septembre, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, tenait un point d'étape sur la numérisation d'un certain nombre de démarches administratives. Sur les 250 procédures jugées essentielles, 212 peuvent être effectuées en ligne. Dans certains secteurs, tout est déjà dématérialisé. C'est le cas des démarches relatives aux services du Premier ministre et concernant les autorités administratives indépendantes, mais aussi l'agriculture et l'alimentation. A l'inverse, d'autres ministères sont encore très en retard, comme celui de la justice ou de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Cela étant, l'appréciation du public sur la qualité des services publics en ligne n'est pas toujours au rendez-vous. L'appréciation du public sur la qualité. Ainsi, les procédures relatives au ministère de l'économie et des finances récoltent une note finalement assez moyenne, tout comme celles pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ou encore la culture. La numérisation ne fait pas tout, sans déconner. Il faut aussi que l'expérience d'utilisation et la qualité du service rendu soient au rendez-vous. Il n'y a toutefois pas de note sous la moyenne selon le gouvernement. Ah ouais, on peut carrément noter les trucs. Intéressant. En principe, l'objectif est d'aboutir en 2022 à 250 démarches administratives accessibles par le net. Depuis octobre 2020, il y en a eu 30 de plus, dont la demande d'aide juridictionnelle, l'inscription au collège et au lycée, ou bien l'établissement d'une procuration de vote. Il reste en théorie encore 38 démarches à traiter en à peine plus d'un an. Le rythme avait été perturbé par l'épidémie de coronavirus. Cet objectif affiché pour 2022 est à rapprocher de celui qui figurait dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron. Il était alors question que 100% des démarches administratives puissent être effectuées depuis Internet à cette date, hors première délivrance de documents. Je me perds dans la phrase, pardon. Il était alors question que 100% des démarches administratives puissent être effectuées depuis Internet à cette date, hors première délivrance de documents d'identité. Des feuilles de route et des points d'étape avaient suivi notamment pour souligner l'intérêt supposé des téléprocédures pour les zones rurales. Ce taux de 100% des démarches administratives dématérialisées recouvre toutefois les démarches administratives qui sont les plus fréquemment utilisées par les Français et les Françaises. De fait, certaines procédures ne sont nécessairement pas comptabilisées, pour autant cela signifie pas
qu'elles ne pourront pas à leur tour bénéficier d'une formalité via un site web ou une application mobile tôt ou tard. Ok. Ouais. Donc on vise à tout dématérialiser. Hmm. Eh ben, c'est vraiment faire des rebuts de la société, on va dire. Des millions de personnes éloignées du numérique. Haha, on rentre dans le vif. Ce mouvement vers la dématérialisation, outre les problématiques qu'elle soulève, quid de la pérennité de l'accueil au guichet des personnes et des soucis de connexion ou de débit, est confronté à un autre enjeu, celui de l'électronisme, c'est-à-dire de l'analphabétisme numérique, un mot valise qui désigne les personnes qui ne sont pas à l'aide, qui ne sont pas à l'aide avec l'outil. Ouais, je pensais ils ont dû une coquille, qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique et les pratiques en ligne. Leur nombre est évalué à 13 millions en France, celui-ci recouvrant des degrés divers de difficulté à l'informatique et Internet. Il peut concerner des profils très divers, des seniors, des personnes en grande pauvreté, certaines populations de la ruralité, mais aussi des jeunes ou bien des publics touchés par un handicap. Régulièrement, ce problème fait l'objet d'interpellations de parlementaires qui s'inquiètent du sort de celles et ceux qui sont très éloignés. Ouais, donc quand on parle de fracture numérique, c'est pas juste quantitatif, on va dire. C'est pas genre tant de personnes n'ont pas d'ordi, tant de personnes n'ont pas accès à Internet. C'est plus globalement, c'est aussi qualitatif. C'est pas parce que on est équipé qu'on sait forcément utiliser. Genre, il y a forcément des non usagers. Et, j'avais vu ça du coup en cours là pour pratique publique et usage. Et il y avait, je crois que c'était Grandjean qui avait fait une typographie des différents, qui avait fait une liste de différents non usagers finalement, et qu'il y a tout un degré genre entre ceux qui veulent pas du tout en entendre parler parce qu'ils trouvent que c'est de la merde, et ceux qui vont finalement euh, n'utilisent pas parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas réussi quoi. Donc c'est sûr que ça augmente considérablement le nombre de personnes quoi. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a l'outil qu'on sait l'utiliser et qu'on sait aller faire des demandes en ligne. Voilà, et il y a ça à prendre en compte. Pour les accompagner, divers plans ont été dévoilés, notamment par le gouvernement actuel. En 2018, il a ainsi été annoncé un investissement de 75 à 100 millions d'euros pour former ces 13 millions de Français considérés comme des précaires du numérique. Dans le cadre du plan France Relance, il a été annoncé une enveloppe de 250 millions d'euros pour que 4 millions d'entre eux accèdent à une autonomie numérique. Merci Macron. Outre la formation, d'autres dispositifs existent comme les maisons de services publics qui peuvent accompagner des publics pour certaines nouvelles procédures. Il existe aussi un serveur vocal interactif joignable par téléphone au 3400 qui peut apporter des indications sur des titres officiels, carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, nanana. Il s'agit d'un enjeu économique. Compte tenu de la place toujours plus croissante qu'a le numérique dans la société, ne pas maîtriser les bases de l'outil informatique et n'avoir aucun usage du numérique est gravement préjudiciable. Sans parler des effets sur le plan personnel, où l'on peut très vite se retrouver isolé, ce qu'a montré le confinement, où le net était le seul lien social qui demeurait. Selon les évaluations de France Stratégie, la formation de 5 millions de Français éloignés du numérique en 3 ans générera plus de 1,4 milliard d'euros de retombées économiques, y compris en termes de pouvoir d'achat. Ouais, attendez, selon l'évaluation de la formation. Ah ouais, ok, donc le fait que les gens sachent se servir du numérique, eh ben ça peut créer 1,4 milliard d'euros. Waouh! Outre l'autonomie retrouvée pour ces personnes, le gouvernement évoque par ailleurs la création de millions d'emplois directs et indirects sur le territoire. Ok, donc voilà, fracture numérique qui existait et qui va toujours exister, qu'on peut autant qualitative que, enfin autant quantitative que qualitative. Et c'est sûr qu'avec le Covid, enfin comme tout le monde s'est retrouvé à distance, ça n'a fait que aggraver la situation. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience autour de ça actuellement, parce que j'ai vu de plus en plus de papiers sortir là-dessus. Ah oui, enfin, il y a des étudiants, ils n'ont pas forcément la thune, par exemple, pour avoir leur propre ordi, quoi. Donc ça les met dans une merde noire. J'ai vu, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient dû vendre, je crois qu'il y en avait une, j'avais dû voir des témoignages, je crois, où il y en avait une étudiante qui avait dû vendre son PC pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir manger, ce genre de choses. Donc ouais, vrai sujet. Mais après voilà, hein, ils disent qu'ils vont dépenser de l'argent, mais je veux dire la vitesse où ça va, enfin je sais pas si ça va servir à grand chose. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Ok, donc voilà pour ces deux articles. Petit live, mais en même temps, j'étais pas.
j'avais pas envie de me lancer dans un gros truc. Donc on a parlé fracture numérique et on a parlé relation aux médias sociaux et les névroses qu'on peut développer à cause d'eux. Donc le premier était plus intéressant que le deuxième quand même. Parce que là, finalement, on n'apprend pas grand-chose de nouveau, hein. Enfin, je sais pas quelles sont vos connaissances là-dessus, mais oui, enfin, on sait qu'il y a plein de... 13 millions quand même, le chiffre de 13 millions, c'est pas rien, hein, parce que quand on sait qu'on est 70 millions en France, ça fait quand même un peu plus d'une personne sur 7. Et encore, je pense qu'il faut prendre les gens qui sont en âge de pouvoir utiliser ces trucs-là, quoi. Donc ça va encore augmenter. Donc c'est pas une part négligeable de la société. Genre, faut pas croire que tout le monde a accès au truc, quoi, hein. Donc voilà. Et j'avais vu aussi, genre rien que de parler de fracture numérique, c'était déjà un problème en soi parce que c'est des termes finalement qui sont assez déterminisme, genre qui renvoient indirectement à un certain déterminisme technique. Genre suffit juste de balancer, genre que tous les gens qui n'ont pas accès qui n'ont pas accès à des ordis ou à une connexion, etc. Il faut juste leur en donner et tout va rouler. Mais ouais, comme ils disent, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Genre, faut savoir l'utiliser aussi. Enfin, il y a des. Voilà, avec l'électronisme. Donc, sujet d'actualité. D'actualité, et que je pense qu'il va le rester un sacré moment. Je pense qu'on n'arrivera jamais à ce que tout le monde soit inclus dans le truc numérique. Donc, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira pour ceux qui regarderont le truc. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi, du coup, autant sur le deuxième, j'ai pas appris grand-chose. Autant sur le premier, c'était assez intéressant parce que en psychologie, j'ai jamais trop rien lu en niveau psychologie. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant de découvrir de nouveaux termes et de nouvelles concepts, de nouvelles théories et ce genre de choses. Et que, très intéressant, du coup, médias sociaux, vecteurs de normes, et qui sont intériorisés. Et du coup, qui reconfigurent totalement notre rapport au monde. Et donc, c'est, je pense que ceux qui ont ces plateformes-là doivent savoir tout l'impact qu'ils ont sur la discussion publique, finalement, sur la société. Et donc, bon, est-ce qu'ils savent pas, ou alors est-ce qu'ils sont complètement cyniques? Apparemment, Facebook est complètement cynique, hein, pour avoir ignoré un rapport interne là, sur le fait que il savait qu'il rendait les jeunes avec Instagram, qui rendait les jeunes qui sont sur Instagram mal à l'aise, on va dire, pour le dire de manière assez euh, merde. Je, je me parle à moi-même, je comprends mes pensées, mais je n'arrive pas à les extérioriser. Zut. Enfin, vous m'avez compris, quoi, hein. Vous m'avez compris. Ok, bon, bah je vais vous laisser là. Enfin, je vais me laisser là. Et puis je vais aller faire autre chose. Je vais essayer de trouver de nouveaux textes. Ah oui, et j'ai bien envie de lire des trucs genre histoire d'internet, etc. Mais je pense que ça va être des putains de gros lives. Genre, parce que genre 20 pages à lire, ça va assez vite. Et si je peux faire des commentaires à côté, ça va prendre encore plus de temps. Donc, j'hésite. Mais je pense que c'est super intéressant. Et, et je sais pas si c'est un contenu qui a déjà été créé, ou je sais pas si voilà. Mais en tout cas, moi j'aime bien ce genre de lecture. Mais je sais pas si un jour je le ferai en live. Je sais pas quand, mais je vais le faire. Mais ça sera un gros live. Et ça serait très intéressant d'avoir du monde. Pour le coup, va falloir que je commence à. Faut que je, faut que je communique sur ces trucs-là. Pour que je commence enfin à avoir du monde dans le chat. Bon, et ben je vais vous laisser. Bonne soirée. Et puis on se retrouve, bah écoutez, ouais, je pense pas ce week-end, mais au moins la semaine pro, ça sera quasiment les vacances, et je crois que mon dernier contrôle, c'est genre le mercredi. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Allez, ciao, à la prochaine.